France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre émission consacrée à l'actualité et la découverte de ces territoires français répartis sur 3 océans. Au cœur de l'agenda politique, à Matignon et à l'Élysée cette semaine, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. L'État a fixé une date très attendue sur le Caillou, celle du 3e référendum d'autodétermination. A tout de suite. Une troisième et dernière consultation sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 12 décembre 2021. C'est le fait marquant de la semaine. L'État a annoncé la date de ce scrutin à l'issue d'une semaine d'échanges entre loyalistes et indépendantistes à Paris. Mais sur le Caillou, la date ne fait pas l'unanimité. Nathalie Nouzière. Pendant une semaine, les partis politiques calédoniens sont venus discuter avec l'État à Paris. Mais le dialogue renoué n'a pas débouché sur un accord. En cause, la date du 12 décembre 2021, choisie par le gouvernement pour le prochain référendum sur l'indépendance. C'est le retour d'un État qui décide, d'un État qui prend la main, d'un État qui s'occupe tout simplement du dossier calédonien. Ça faisait longtemps, on attendait ça. Une déception, bien entendu, puisque la date de la consultation n'a pas fait consensus. Car les indépendantistes souhaitaient une consultation fin 2022 et avoir ainsi plus de temps pour préparer cette échéance. À Nouméa, l'autre composante du FLNKS, l'UNI, qui avait refusé de venir à Paris, s'oppose à un référendum en 2021 et dit son inquiétude. Le troisième référendum, mais c'est le scrutin, c'est l'événement qu'on attend depuis longtemps. Vous imaginez les frustrations qui sortiraient d'un oui ou d'un non. Pour le ministre des Outre-mer, c'est la sortie de l'accord de Nouméa, s'appliquant actuellement en Nouvelle-Calédonie, qu'il s'agit de préparer. On n'a pas choisi une date, on a choisi un calendrier global de fin d'accord de Nouméa d'une part et d'une période post-Nouméa, post-accord de Nouméa d'autre part. Cette affaire de date, ce n'est pas un camp contre un autre. Le gouvernement a donc annoncé qu'après le 3e référendum, une période de transition de 18 mois va commencer. Elle servira à mettre en place le nouvel État si le oui à l'indépendance l'emporte, ou bien un nouveau statut d'autonomie au sein de la République si c'est le non qui est majoritaire. Un calendrier qui ne fait pas encore consensus. Partons à présent à La Réunion où un homme est décédé suite à des difficultés respiratoires. Son épouse avait vainement tenté d'appeler le 15 mercredi soir. Ce décès est probablement lié aux graves dysfonctionnements qui ont touché des numéros d'urgence dans toute la France. Laurent Pirotte. Dans le quartier du Tremblay à Saint-Philippe, on le surnommait Roger. Roger Babet, 68 ans, était avec sa compagne Marie-Josiane ce mercredi dans leur petite case. Lorsque l'homme ne se sent pas très bien, il est 17h30. Mon mari il avait un peu d'essoufflement comme d'habitude. Quand il a l'essoufflement, on téléphone SAMU, soit les pompiers. Mais quand on téléphonait, ça ne passait pas, on ne répondait pas. Marie-Josiane tente d'appeler le 15, en vain. Elle finit par appeler une amie. L'état de santé de son mari se dégrade. Il n'a plus qu'un seul poumon. Elle donne à elle un autre numéro qu'on donne à moi pour moi téléphoner. Mais j'ai téléphoné, mais ça passait pas même. Et ça fait l'ambulance arrivée trop tard. C'était déjà mort quand l'ambulance arrivait. L'ambulance arrivera vers 20h30, soit 3 heures après le premier appel. Entre-temps, Roger Babet est décédé. Depuis, plus de nouvelles. On est en colère, oui, mais quoi, on peut rien, on peut faire rien. C'est passé, c'est passé. Même pas ses enfants, on n'a pas pu téléphoner. Rien que le jeudi matin, on a pu téléphoner les enfants en France. Voici tout. Après 32 ans de vie commune, Marie-Josiane a tout juste pu dire au revoir à Roger, père de 3 enfants, et enterré hier au cimetière de Saint-Philippe. Un réseau de proxénétisme démantelé en Martinique. 5 suspects ont été placés en détention provisoire, dont un couple qui se faisait passer pour des photographes professionnels. Il abordait des jeunes femmes dans la rue et proposait des séances photos aux victimes, parfois dénudées. Les clichés servaient ensuite à les faire chanter pour les pousser à la prostitution. Plus d'une centaine de victimes, dont des mineurs, ont été identifiées. En bref, toujours, direction la Guadeloupe touchée par une pollution au chlordécone, un pesticide utilisé pendant une vingtaine d'années dans les bananeraies.
les agriculteurs disposent d'une nouvelle cartographie pour identifier les terres contaminées. Et dans ce dossier, l'Association guadeloupéenne d'action contre le chlordécone a déposé 2 nouvelles plaintes. Arrêtons-nous maintenant en Guyane pour le dossier de cette édition. À la frontière avec le Brésil, une commune fait figure de bon élève dans la lutte contre le Covid-19 qui circule encore fortement. C'est Saint-Georges de l'Oyapock. La campagne de vaccination rencontre un tel succès, notamment auprès des Brésiliens, qu'un vaccinodrome vient ouvrir. Océlia Cartes, Frédéric Larzabal. Saint-Georges de l'Oyapock, commune frontalière du Brésil à l'est de la Guyane. La ville a été l'une des plus touchées par l'épidémie au début de la crise sanitaire. Il existe en Guyane 4 vaccinodromes historiques. Depuis peu, le 5e se trouve à Saint-Georges de l'Oyapock. Elle est la seule commune isolée de Guyane à prétendre en posséder un. Une nécessité puisque le centre délocalisé de santé ne peut plus gérer l'affluence des demandes tout en continuant ses activités de soins et d'urgence. Cette forte affluence est due à un phénomène connu en Guyane, l'immigration sanitaire. Des ressortissants brésiliens qui viennent dans le territoire au vaccinodrome de Saint-Georges de l'Oyapock. Environ 60 à 80 personnes y viennent se faire vacciner par jour. Je viens de prendre le vaccin et je vais continuer à me faire vacciner. Je n'ai pas de réaction et je ne veux pas de réaction, être malade. Je souhaite être bien. C'est très important pour moi de se faire vacciner. C'est très important parce que c'est une maladie qui tue beaucoup de gens. Parce qu'elle a tué beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de personnes dans le monde entier sont déjà mortes. Pour les soignants, il n'est pas question de trier les candidats au vaccin. Ce n'est pas notre rôle, l'origine des gens qu'on vaccine. On a ici des gens qui sont installés depuis 20 ans ou 30 ans sur Saint-Georges, qui ne sont pas forcément d'ailleurs en situation légale, mais qu'on va vacciner parce qu'ils font partie de la population de Saint-Georges. Depuis le début de la campagne de vaccination, 4000 doses de vaccins ont été utilisées. Et pour faire face à l'affluence, 4 infirmières ont rejoint l'effectif du vaccinodrome. Ravie et fière pour moi, pour ma famille, pour mon pays, la Guadeloupe. Les mots de l'écrivaine Marie Scondé quand elle a reçu le prix mondial de la fondation Sino del Duca. C'était ce mercredi à Paris. Ce prix est présenté comme l'antichambre du Nobel de littérature. Il récompense l'ensemble de l'œuvre de la romancière de 84 ans. Direction la Polynésie pour l'innovation de la semaine. À Tahiti, un éleveur a mis au point un procédé d'élevage de crevettes en mer. Après les difficultés des débuts, son activité prospère, notamment depuis que l'importation de ces crustacés est interdite dans l'archipel. Kalinienar, Hiro Terorotua. C'est le rituel matinal de Toa. Il plonge pour observer ses crevettes et vérifier l'état du matériel. Dans ces 2 bassins, près de 100 000 crevettes bleues, élevées de manière éco-responsable dans le lagon. Il faut environ 6 mois pour que les bébés crevettes arrivent jusque dans nos assiettes. Et pour qu'ils grandissent, Toa complète leur alimentation. C'est des distributeurs automatiques d'aliments. Donc c'est des tapis qu'on rétracte tous les matins, où on met l'aliment dessus et ils s'enroulent en fait pendant 24 heures. Pour savoir quand les pêcher, Toa prélève un échantillon de 100 crevettes. Si elles pèsent en moyenne 17 grammes, il programme alors la date de la collecte. 2 jours avant la récolte, on arrête le nourrissage artificiel, elles se gavent d'aliments naturels. Et cela a permis d'éviter d'avoir des ficelles à l'intérieur du tube digestif. À ses débuts, la crevette bleue avait un taux de mortalité de 90%. Il a fallu quelques années d'expérimentation à Toa pour trouver la recette du succès. Avec persévérance, on a amélioré la technique et jusqu'à atteindre des résultats très satisfaisants, même très satisfaisants, où on a à la clé détenu un record mondial en termes de rendement. On a battu nos amis hawaïens. Avec 36 cages à son actif, Toa compte bien étendre son activité. Il espère atteindre les 70 bassins d'élevage en mer d'ici 2022. Restons dans les eaux du Pacifique pour la découverte de la semaine. En Nouvelle-Calédonie, les amateurs de pêche à pied profitent de la marée basse pour chercher des coquillages. Exemple au sud de Nouméa avec Éric Dufour et Nicolas Fasquelle.
Pour ces deux sœurs, c'est un rituel incontournable lors des grandes marées basses, un moment de plaisir qui précède une phase plus gourmande. Chacun garde ses petits secrets tactiques, mais la fierté caractérise tous les pêcheurs devant leur prise. Il y a des petites trocas, un bénitier, trocas, voilà, qui... Ça fait... En combien de temps vous avez ramassé ça? Ça fait pas longtemps qu'on est là. 10 minutes, un quart d'heure. Un peu plus loin, dans une zone où le sable domine, voici la championne de la prise de palourde. Elle progresse lentement pour troubler l'eau le moins possible et son œil expert déniche les précieux coquillages là où vous ne voyez rien. Je regarde quand c'est ouvert, parce que des fois quand je marche trop vite, eux ils se referment. Regarde là. Là c'est une palourde. Si cette marée basse fait le bonheur des pêcheurs, il comble aussi cet aquariologiste venu chercher de la nourriture vivante pour certains pensionnaires de l'aquarium des Lagons. Avec son matériel adapté, elle pêche des petites crevettes qui régaleront des bébés dans les bassins. Ce sont des proies vivantes en fait pour nos pensionnaires. Actuellement, on a des bébés hippocampes et des bébés calamars. Et en fait, ils ont besoin de manger des proies vivantes qui sont très petites. Il suffit de s'attarder un peu pour découvrir la richesse et la diversité de cette vie sous-marine à mini-profondeur. Ces marées très basses vont durer encore quelques jours. La mer n'a pas fini d'offrir ses délicieux trésors à qui prend la peine de les dénicher. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour réagir et revoir l'hebdo, direction france24.com et les réseaux sociaux. On termine avec ce moment magique à La Réunion. À l'ouest de l'île, à 1 km des côtes, une baleine à bosse a tenu compagnie à un couple. Il s'agirait d'un juvénile de près de 8 mètres, signe que la saison des baleines a commencé. Restez avec nous sur France 24.